a des aspects conjoncturels à la crise énergétique. La guerre en Ukraine et évidemment l'approvisionnement en gaz, le stress hydrique et nos barrages hydroélectriques, la moitié de nos centrales nucléaires à l'arrêt. Mais en réalité, c'est surtout structurel le problème. Il a commencé bien avant la guerre en Ukraine. Les prix des tarifs réglementés n'ont cessé d'augmenter avant 2020. Donc nous avons une difficulté qui va s'accroître dans les prochaines années. Et donc nous voulons, pour les usagers, pour les collectivités, pour les entreprises, trouver un système. Et ce système-là doit être sorti des griffes du marché. Il faut donc revenir à un grand service public de l'énergie avec un monopole public et notamment à des tarifs réglementés qui permettent notamment à nos collectivités, à nos entreprises de pouvoir affronter la crise. Et puis, dans l'urgence, il faut augmenter les chèques énergie et interdire les coupures d'électricité et de gaz, surtout au moment où l'hiver arrive. Donc EDF a pris la décision, lui, de ne pas couper l'énergie depuis une année, mais il faut que les acteurs alternatifs jouent aussi, évidemment, le jeu. En parlant justement de EDF, en fait, vous plaidez pour sa nationalisation. Or, le gouvernement a annoncé, en fait, à racheter les parts, vous avez dit, des actionnaires minoritaires. Donc ma question, c'est pourquoi est-ce que vous n'êtes pas satisfait de ce qui a été fait par le gouvernement? La question de la réétatisation d'EDF est un grand sujet, parce qu'on ne peut pas résoudre la crise énergétique dans laquelle nous sommes et nous allons être confrontés dans les années futures sans un outil industriel adapté qui est l'entreprise historique EDF. Et d'ailleurs, il faudrait aussi parler d'Engie parce que nous sommes pour un grand service public et il faudrait réétatiser, renationaliser EDF et Engie. Donc, aujourd'hui, le gouvernement l'annonce, mais refuse le débat. Parce qu'une fois que vous l'avez fait, il y a deux sujets qui s'affrontent. Qu'est-ce que va faire précisément le gouvernement? Est-ce qu'il va créer un grand service public de l'énergie avec un monopole public ou est-ce qu'il va permettre de réactiver le projet Hercule qui voulait scinder l'entreprise en 3 filiales et en ouvrir 2 aux capitaux privés, céder un certain nombre d'actifs que sont Enedis ou Dalkia ou les énergies renouvelables. Et donc, nous, on pense, et on est pratiquement certain que c'est plutôt la deuxième chose, on réétatise pour mieux revendre ensuite. Donc, évidemment, c'est un démantèlement accéléré de l'entreprise EDF. Donc, ça ne nous satisfait pas. Ce qu'il faut, c'est un grand service public de l'énergie démocratisé, co-géré par les salariés, les élus et les usagers, et surtout qui répondent aux deux grands besoins du XXIe siècle, sortir 12 millions de personnes de la situation de précarité énergétique, et évidemment éviter le réchauffement climatique, et évidemment faire cette transition énergétique et écologique absolument nécessaire. Et donc pour cela, il nous faut un EDF 100% public. Et donc dernière question, vous avez parlé donc d'un découpage du gouvernement de la planification écologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que ça ne vous convient pas et comment est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire la planification écologique? Le gouvernement est en train de prendre la question de la crise énergétique en le saucissonnant. C'est-à-dire que nous avons eu un débat la semaine dernière sur les énergies renouvelables, un autre texte de projet de loi arrive sur les énergies nucléaires. On ne sait pas si on aura ou pas un texte sur les barrages hydroélectriques, parce que nous avons toujours un problème à la Commission européenne qui veut en réalité ouvrir à la concession au privé, et puis EDF par amendement. Et donc en réalité, la question énergétique, mais aussi la question écologique, demande d'avoir une vision d'ensemble. Il ne faut pas saucissonner les problèmes, parce que sinon nous ne réglerons rien. Il faut une planification, il faut organiser les choses. Par exemple, au-delà de la question énergétique, développement du nucléaire et développement des énergies renouvelables, main dans la main, nous n'opposons pas l'un et l'autre, nous avons besoin des deux en complémentarité, et c'est la même question sur la question écologique. En même temps que vous faites de la rénovation thermique des logements, il faut développer le fret ferroviaire, il faut arrêter le tout camion, il faut relocaliser un certain nombre de filières industrielles, il faut relocaliser la question agricole. Donc, ça veut dire s'opposer aux traités de libre-échange tels qu'ils sont faits. Vous voyez, c'est une question d'ensemble, et si on saucissonne les problèmes, en réalité, on ne voit plus la vision. Et donc, en réalité, vous avez au final une vision libérale de la société qui accélère en réalité le réchauffement climatique. Donc il faut un grand débat de société et traiter toutes ces questions à la fois. C'est pour ça que là aussi nous avons déposé une proposition de résolution pour mettre en conformité notre vision écologique avec en réalité les politiques publiques. Ça demande une planification et un vrai débat de société. On ne peut pas faire l'un
sans l'autre. Vous ne pouvez pas dire il faut relocaliser la question agricole et alimentaire, soutenir nos agriculteurs et continuer à signer des traités de libre-échange avec le Mercosur, le JEFTA, la Nouvelle-Zélande et je ne sais qui encore. Donc ça, c'est en contradiction, vous voyez. Donc si vous faites la relocalisation agricole, il faut mettre fin au traité de libre-échange. Par exemple, sur le fret ferroviaire, là aussi, il faut mettre des moyens financiers énormes sur le fret ferroviaire. Vous ne pouvez pas continuer à fermer des lignes, à déstructurer la SNCF, à permettre que le privé continue à prendre des parts de marché, mais en réalité ne s'intéresse qu'à ce qui est rentable et délaisser le reste, et puis dire oui, il faut mettre fin au tout camion. Non, mettons beaucoup d'argent sur la question du fret ferroviaire, mettons des interconnexions entre le camion, le dernier kilomètre, le fret ferroviaire, les ports maritimes, il faut tout interconnecter. Vous voyez, ça demande une planification et un débat général.